Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, une élection. Est-ce possible en 2015 en Centrafrique? Malgré l'accalmie, des affrontements éclatent encore à Bangui, la capitale. Pour certains hommes politiques, la solution réside dans un gouvernement de consensus. Les travaux de la 9e édition du Forum africain se poursuivent à Marrakech au Maroc. Les fonds mobilisés par la diaspora sont au cœur des débats. Ils pourraient atteindre 200 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Et puis zoom sur la politique éducative du Sénégal. Un véritable paradoxe en effet. Plus du tiers du budget y est alloué, mais le taux d'alphabétisation ne dépasse pas les 50%. 2015 est donc synonyme d'élection présidentielle en Centrafrique, mais les troubles que traverse le pays rendent l'issue du scrutin incertaine. Pour l'ex-ministre du président Bozizé, Édouard Patrice Guessona, le processus de réconciliation doit être renforcé. Marina Vanier. Une présidentielle en février 2015 est-elle possible en Centrafrique? C'est du moins la question qui divise les observateurs de la classe politique du pays. Pour une large majorité, cette élection ne sera effective à cette date, eu égard des récents troubles que connaît la Centrafrique. Le 7 octobre 2014, des violences ont éclaté dans la capitale Bangui, faisant au moins 10 morts, de nombreux blessés et des milliers de déplacés. Selon Édouard Patrice Guessona, coordonnateur d'un groupe anti-Balaka, une élection n'est possible qu'après la mise en place d'un gouvernement de consensus. Je pense bien 15 février ne sera pas respecté. Il faut d'abord recadrer la transition en se dotant d'un véritable gouvernement qui fasse consensus. Ensuite, réussir le dialogue national inclusif afin de créer les conditions d'un véritable apaisement et le calendrier de processus électoral doit être défini d'une manière consensuelle. La présidente centrafricaine de transition, Catherine Samba-Panza, a estimé que les dernières violences s'apparentent à une tentative de coup d'État institutionnel visant à installer une troisième transition. En juillet 2014, un accord de fin des hostilités avait été signé au Forum de Brazzaville entre les ex-Séléka, les anti-Balaka et 4 autres groupes armés. Néanmoins, les différents délégués ne sont pas parvenus à fixer le cadre du désarmement et la démobilisation des combattants. Aujourd'hui, il y a un manque de volonté quelque part pour permettre aux Centrafricains de se réconcilier. Par exemple, entre les anti-Balaka et les Séléka, il est urgent de relancer la machine de réconciliation nationale à travers la concertation et le dialogue entre tous les parties prenantes de l'accord de cessation d'hostilité signé à Brazzaville. La Centrafrique fêtera le 1er décembre son 56e anniversaire de proclamation d'indépendance. Une célébration sur fond d'insécurité et de tension. Les autorités angolaises ont publié les résultats préliminaires de l'opération de recensement effectuée en mai 2014. L'Angola compte donc officiellement 24 300 000 habitants, dont 52% sont des femmes. La capitale Luanda est peuplée de 6,5 millions d'habitants et compterait pour plus du quart de la population avec 26,7%. Des résultats annoncés par le président José Eduardo dos Santos à l'ouverture de la première séance à l'Assemblée nationale. Une répartition qui va pousser les autorités a engendré un processus de décentralisation administrative. L'actualité économique, c'est le 9e forum pour le développement de l'Afrique qui se poursuit à Marrakech jusqu'au 16 octobre. Près de 140 millions d'Africains qui vivent en dehors du continent composent la diaspora. Les fonds envoyés ne sont pas négligeables puisqu'ils représenteraient 40 milliards de dollars en 2012. Reportage de notre correspondant Ella Djindjaï. Les travaux de la 9e édition du Forum africain se poursuivent à Marrakech. Ce mardi, les experts africains se sont penchés sur les envois de fonds des Africains vivant hors du continent et qui sont au nombre de 140 millions. Les envois de fonds de la diaspora africaine ont atteint 40 milliards de dollars en 2012 et pourraient croître à 200 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, selon la Banque mondiale. Ces envois peuvent promouvoir le développement sur le continent. L'incidence sur l'économie est immense. Pour la moitié des pays africains, ces envois sont plus importants que les PIB de 5%. Au niveau microéconomique et grosso modo, pour la plupart des pays, les envois reçus leur permettent de couvrir leurs besoins en devises pour
payer les importations. Donc, c'est un appui extrêmement fort pour le pays. Les experts en développement pensent que ces transferts de fonds peuvent aider à réduire la pauvreté et à faire croître les économies. Ainsi, est-il nécessaire de mettre en place un système de réglementation et surtout de lutter contre le phénomène Hawalada qui consiste à envoyer de l'argent de manière informelle. Le Maroc, par exemple, avant 2006, n'avait pas de réglementation en matière de transfert de fonds. Les transferts se faisaient par différents canaux. Effectivement, on a vu fructifier ça et là un certain nombre d'officines. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une réglementation en 2006. On a tout simplement voulu soumettre les sociétés de transfert de fonds à un agrément bancaire parce qu'on ne voulait absolument pas voir au Maroc se développer une pratique des hawaladat qu'on observe dans les pays du Moyen-Orient et d'Extrême-Orient. Donc nous avons mis en place cette réglementation et jusqu'à aujourd'hui nous avons 11 sociétés qui ont été agréées. Donc juste en termes de flux, le Maroc reçoit bon an, mal an, malgré la crise financière internationale, d'ailleurs ça a été dit tout à l'heure, on reçoit 54 milliards de dirhams de flux. D'après les estimations de la Banque mondiale, les flux de transfert de fonds officiellement déclarés sont passés de 9,1 milliards de dollars en 1990 à près de 40 milliards en 2010. En 2009, ces transferts représentaient 2,6% du PIB de l'Afrique subsaharienne ou près de 60% des flux d'aide publique vers cette région. Ce 9e forum onusien pour l'Afrique devra décortiquer les modes de financement novateurs pour la transformation en Afrique. Surtout que le continent accuse un déficit de liquidité de 31 milliards de dollars par an. Djibouti mise sur le transport aérien régional pour développer l'économie des pays membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA. Une déclaration signée Saïd Nouho, le secrétaire général du ministre djiboutien des Transports. Pour le ministre, une telle résolution passe par la libéralisation des marchés, une coopération sécuritaire et un développement de l'espace aérien orienté vers le tourisme et les échanges. La réunion des directeurs de l'aviation civile des pays membres s'est clôturée jeudi à Djibouti. En Guinée, les élèves devront encore patienter avant de reprendre le chemin de l'école. Le pays, foyer de l'épidémie d'Ebola, veut éviter toute éventualité de contagion dans les établissements scolaires. La mise en place de fiches d'identification des élèves et étudiants avec la mention de leur lieu de vacances est par exemple étudiée. Reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant en Guinée. Le gouvernement guinéen travaille sur le dispositif de prévention du virus Ebola dans les écoles, alors que plus de 800 décès sont dus à ce jour à l'épidémie d'Ebola en Guinée. Les autorités du système éducatif annoncent la mise en place prochainement d'une logistique spéciale dans les établissements scolaires du pays. Le gouvernement s'emploie à mettre sur pied les dispositifs de lavage des mains, c'est-à-dire des kits nécessaires pour que chacune des salles de classe au niveau de l'ensemble du pays puisse bénéficier de ce matériel permettant aux enfants, une fois à l'école, de se laver les mains. C'est bien de mettre des kits, mais il faut que ceux qui sont chargés d'entretenir, d'encadrer les enfants, ceux qui sont chargés de donner des cours aux enfants aient un minimum de formation dans la prévention de cette maladie pour qu'une fois à l'école, les choses se passent de façon très correcte. 65 000 enseignants seront formés pour réussir cette opération de prévention du virus Ebola dans les écoles. Plusieurs seront dotés de thermoflash pour contrôler la température des enseignants, élèves et étudiants qui devront aussi mentionner sur les fiches d'identification les localités fréquentées durant des vacances prolongées du fait de l'épidémie. Après un retard de près de 2 semaines, les cours reprendront à un moment propice. Nous allons faire le maximum afin que ces enfants que nous avons puissent étudier cette année. Il n'y aura pas d'année blanche. Mais, je tiens à préciser, le souci du gouvernement aussi est de faire en sorte que les enfants ils partent à l'école, mais ils partent à l'école pour être dans des conditions saines et que notre école ne soit pas le centre de contamination, notre école ne soit pas le centre de décès. Aucune date n'est encore annoncée par les autorités pour l'ouverture prochainement des classes, à cause principalement de l'épidémie d'Ebola qui sévit en Guinée, l'un des foyers du virus en Afrique de l'Ouest. 2 500 000 élèves risquent de ne pas retrouver le chemin de l'école cette année en Guinée si le gouvernement et ses partenaires n'arrivent pas à contenir le virus en propagation dans le pays, avec à ce jour plus de 1400 cas enregistrés.
Et le secteur de l'éducation, justement, sur le continent africain, souffre de nombreux problèmes qui freinent son élan. Même si ces dernières années, le taux de scolarisation primaire a nettement augmenté selon l'UNESCO, les lacunes du système éducatif et le manque d'infrastructures entravent le développement. Au Sénégal, par exemple, où les fonds alloués à l'éducation occupent plus de 35% du budget national, le domaine de l'éducation peine à décoller. Reportage de notre correspondant Guévanisdo. Le Sénégal veut réformer le secteur de l'éducation pour se positionner au rang des pays émergents. Depuis plus de 5 ans, le pays est le seul au sein de l'UEMOA à accorder 40% du budget annuel au secteur de l'éducation. Malgré cet important budget, le taux d'analphabétisme est de 52%. La faute à une politique éducative inadaptée et à une mauvaise gestion. Qu'on puisse ressentir le financement dans les cartables des enfants, que le financement puisse aller là où on en a besoin, là où c'est destiné, si nous faisons en sorte que le niveau central ne continue pas toujours effectivement d'avoir la main mise sur le financement. Et donc ça, si nous le faisons, nous pensons effectivement que nous aurons un système éducatif qui soit plus performant, qui utilise mieux ses ressources et qui puisse les transformer plus en résultats. La mauvaise gouvernance et surtout la concussion justifient également ce paradoxe au pays de Senghor. À cela s'ajoute une déperdition scolaire qui ne dit pas son nom. Sur 123 écoliers, seulement 23 atteignent la classe de terminale, selon la direction de la réforme de l'éducation. Donc ça veut dire qu'il y a une culture de l'impunité aussi qui fait qu'on arrive à des résultats comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas injecter autant d'argent, comme vous le dites, pour avoir des résultats qu'on a. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que l'argent n'arrive pas là où il devrait arriver. Et donc, mais il revient à l'État de faire cette audit-là, mais pas seulement de les faire et de payer des cabinets, et de les ranger dans les tiroirs, mais de punir pénalement ceux qui ont commis ces fautes de gestion-là, et de rectifier cela. Le 30 août dernier, les acteurs de l'éducation ont formulé des recommandations au gouvernement après des assises nationales qui ont permis d'identifier les maux qui gangrènent le domaine. Une rencontre au cours de laquelle le chef de l'État, Macky Sall, a promis de mettre en place un comité de suivi inclusif et fonctionnel en vue de sortir de l'ornière ce secteur vecteur de développement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.